Casablanca, 18 février 1993. Pendant le mois de Ramadan, le Maroc connaît l'ouverture de ce qui a été appelé par le procès du siècle. Procès qui a été relayé par la presse, tel un feuilleton passionnant. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de vous contextualiser la situation générale de la période en question. C'est donc une période qui se situait en plein dans les années de plomb, et donc pour vous expliquer dans les grandes lignes, les années de plomb correspondent à une période de l'histoire contemporaine du Maroc qui s'est étendue à partir des années 70 et jusqu'en 1999, ce qui correspond à l'année du décès du roi Hassan II. Cette période a été marquée par une violence et une répression contre les opposants politiques et les activistes démocrates. Cette période connaissait des tensions et des crises sociales qui n'en finissaient pas, entre de simples grèves qui tournaient en bain de sang, où les victimes se comptaient par centaines, sans distinction d'âge. Si je ne peux en citer qu'une, ce serait la grève de la ville de Fès de 1990. Bon nombre de ces victimes souffrent encore de lourds handicaps, ainsi que d'un terrible sentiment d'injustice. On peut également citer les abus de la police qui avait un pouvoir absolu pendant tout le règne du roi Hassan II et l'atmosphère d'insécurité qui en découlait. Et comme si ce n'était pas assez, et à partir des années 80, il a fallu qu'un dégénéré commence à sillonner plusieurs villes marocaines, à enlever des femmes, jeunes et moins jeunes, à la sortie des écoles, des hammams ou tout simplement en pleine rue. De son nom, Mohamed Mustafa Thabit, plus connu sous le nom de l'Hajj Thabit. Dans l'islam, on donne le surnom l'Hajj à toute personne ayant accompli son pèlerinage à la Mecque. Il est né en 1949 dans la ville de Beni Mellal, au sein d'une famille conservatrice de la classe moyenne. Il a entamé ses études dans la mosquée du quartier, qu'on appelle l'MSI, comme la plupart des enfants marocains de l'époque. Il a poursuivi ses études primaires dans le milieu des années 50 et a obtenu son bac en 1970. Après ça, il s'est marié et est devenu prof d'arabe. Sa vie professionnelle a commencé au tout début des années de plomb, dans la ville de Beni Mellal, et celle-ci ne faisait évidemment pas exception du système répressif de l'époque. Elle connaissait un commissaire répondant à tous les critères de l'époque et qui avait la fâcheuse habitude de faire subir du harcèlement sexuel à toutes les femmes qui se présentaient à lui. Et parmi elles, la propre épouse de Hajj Thabit. Elle a été confrontée à lui dans le cadre d'une procédure quelconque. Elle a fini par tout avouer à son époux, qui, furieux, a décidé de reporter les faits au caïd de la ville. Donc au Maroc, le caïd, c'est une sorte de gouverneur ou d'administrateur. Il s'est donc adressé à lui dans un espoir de justice, mais quelle a été sa surprise lorsque quelques jours plus tard, il s'est fait interpeller par la police et a été accusé de blasphème. Il a passé plusieurs mois entre la prison et le juge d'instruction jusqu'à ce qu'il obtienne finalement son acquittement. Après cet épisode traumatisant et à sa sortie de prison, il a connu une longue période de dépression à cause de cet amer sentiment d'injustice, ou comme on l'appelle communément au Maroc, l'hugra. Il a même été suivi par un professionnel pendant cette période pour essayer de se relever. Une fois qu'il a commencé à se sentir mieux, il a décidé de postuler au concours de police, probablement dans une volonté de prendre sa revanche. Et il a débuté sa carrière en tant qu'agent dans les renseignements généraux à partir de 1974, après avoir démissionné de son poste de professeur d'arabe. Par la suite, il a changé de ville et il est devenu en 1989 commissaire des renseignements généraux à Casablanca, donc à la DST, direction de la surveillance du territoire, mais qui depuis 2013 a été rebaptisée DGST, direction générale de la surveillance du territoire. Dès la fin des années 80, la peur a commencé à envahir les cœurs des Marocaines, tant des rumeurs de plus en plus fréquentes circulaient sur le fait qu'un certain commissaire puissant kidnappait des femmes pour abuser d'elles. Je dois préciser que le Hajj Thabit a accompli son pèlerinage à la Mecque à plusieurs reprises. Il était apparemment obsédé par ce surnom, donc de l'Hajj, et il avait la réputation d'être un homme pieux. Il avait même sa place réservée à la mosquée et ne ratait pas une seule prière. En gros, pour lui, le fait d'avoir une bonne image en société était très important. Son mode opératoire, lorsqu'il partait en chasse, était d'accoster ses victimes. Il y avait celles qui acceptaient de monter dans sa voiture de leur propre gré. Pour les autres, elles le faisaient sous la menace. Le plus effrayant, c'est que cet homme était commissaire de police à Casablanca. Il était si puissant que nul ne pouvait l'inquiéter ou le défier. Il en profitait même pendant l'exercice de sa fonction, lorsqu'une personne de la gente féminine se présentait seule dans son bureau pour faire une demande de passeport.
en faisant pression sur elle pour qu'elle l'accompagne à son appartement. À l'époque, les demandes de passeport faisaient obligatoirement l'objet d'une enquête à la DST, et donc ça lui donnait une opportunité de plus d'agrandir son cercle de victimes. Les victimes l'accompagnaient donc dans son appartement, situé 36 avenue Abdallah Ben Yassine à Casablanca, avec ou contre leur gré, par la suite. Et quand elles apprenaient que tous les détails de leurs ébats ont été filmés, car oui, tenez-vous bien, mais son appartement était littéralement une sorte de studio équipé de caméras et de micros cachés à la pointe de la technologie de l'époque. Et comme monsieur était perfectionniste, et pour ne pas rater une once de scène, il avait pris soin d'installer de grands miroirs un peu partout dans l'appartement. Et donc, lorsque les filles finissaient par se rendre compte qu'elles ont été filmées et qu'elles essayaient de se rebeller, il les menaçait de diffuser les vidéos et les obligeait à revenir autant de fois qu'ils le souhaitaient. Les victimes subissaient les pires sévices et des violences inimaginables, car ce monstre était une sorte de sadique. Au-delà de son appétit sexuel visiblement démesuré, il en avait fait un business, car il vendait ses créations, tout droit sorties de son studio hollywoodien, à l'industrie de la pornographie. Selon les journaux de l'époque, sa fortune était estimée à plus de 2 milliards de dirhams, soit environ 2 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il tenait tout un réseau de prostitution bien rodé, dans lequel des coiffeuses faisaient office d'entremetteuses pour faire du recrutement. Son appartement servait de logement de passe où des personnalités du pays y étaient régulièrement conviées et filmées à leur insu. Les vidéos servaient ensuite de moyen de pression pour étendre son pouvoir et voir tous ses crimes réduits dans le silence le plus total. Vous allez me dire, quand est-ce que ce monstre va finir par se faire arrêter ? Eh bien, ça a pris bien trop de temps et plusieurs théories ont été relayées, mais personne ne sait si elles sont toutes vraies. Je vais commencer par la plus célèbre d'entre elles, celle qui a été racontée par le commissaire Mustafa Ben Mernia, le chef de la police judiciaire du quartier Hayi Mohammadi à Casa. Il raconte qu'une femme portant le nom de Halim Al-Hassani s'est présentée un jour dans son commissariat, tenait à le voir personnellement afin de porter plainte contre un certain Hamid résidant en Italie. Elle lui raconte qu'il l'a abordée alors qu'elle était dans sa voiture en stationnement, accompagnée de sa copine. Il les aurait menacés avec un couteau et obligés de le suivre dans un appartement pour ensuite la violer, tandis que sa copine attendait dans le salon. Après ce qu'elle a subi et à la sortie de la salle de bain, elle l'a surpris en train de regarder une vidéo avec ce qui vient de se passer entre eux. Il lui a donc directement sorti la menace qu'elle avait intérêt à revenir le voir quand il en aura envie, si elle ne voulait pas qu'il diffuse la vidéo. Cette version a laissé un peu dubitatif le commissaire Ben Mernia, car plusieurs détails de son récit ne collaient pas. Et comme c'est un homme d'expérience, il a tout de suite compris qu'elle l'a probablement accompagné de son propre gré, mais qu'à partir du moment où elle a vu l'enregistrement, elle aurait paniqué et a eu peur que ça fuite, et qu'elle se retrouve mêlée à des poursuites judiciaires pour prostitution, et a préféré le devancer et porter plainte. Ben Mernia a directement pris cette histoire au sérieux et a voulu creuser jusqu'au bout afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une bande organisée qui fait du commerce de vidéos X. Il lui a demandé si elle était capable de lui indiquer l'endroit où se situe l'appartement. Elle a répondu que oui, et il a donc immédiatement envoyé avec elle la brigade des mœurs dirigée par Mohamed Wizari. À leur retour, il lui en fait part de leur grande découverte, qu'il ne s'agit pas du Hamid résident en Italie, mais de nul autre que le commissaire Thabit. Son appartement était connu et même sa voiture était stationnée en bas de l'immeuble. Afin d'en être sûr, Ben Mernia a fait revenir la victime et lui a présenté une série de photos et elle l'a formellement identifié. Thabit, c'est son agresseur. Il a donc rédigé le procès-verbal, joint le certificat médical fourni par la victime et au vu de la sensibilité du dossier, il a veillé à transmettre le dossier à son chef en main propre, afin d'éviter que la nouvelle ne s'ébruite et que Thabit ait le temps de détruire les preuves. Son chef Ahmed Ouachi, commissaire divisionnaire et chef de la sûreté de la préfecture à Hayi Mohammadi à Ain Sebaa, Ouachi a donc expliqué à Ben Mernia que le dossier est désormais sous sa responsabilité et qu'il ne devrait plus s'en occuper. De retour dans son bureau, Ben Mernia rassure la victime et lui explique que le dossier est entre de bonnes mains et que la procédure suivra correctement son cours. Je vais même ajouter un point expliqué par le commissaire Ben Mernia lui-même lors d'une interview. D'ailleurs, toute cette partie a comme source les différentes interviews que l'on trouve sur YouTube en arabe. Je vous les mettrai en description. Il précise dessus que la victime, Madame Halima Al-Hassani, était venue à sa recherche personnellement, sachant
que dans la norme. Et pour porter plainte, la personne doit se diriger vers le commissariat de son lieu de résidence ou du lieu où s'est passée l'agression. Par la suite et lors de son incarcération, car oui, petit spoil, on verra plus tard qu'il va être condamné à plusieurs années de prison. Il a été avoué par Abdeslam Bqali, un autre brigadier des services de police avec qui il a partagé la même cellule, que cette dame a été envoyée par une personne des renseignements du quartier d'Anfa, car il lui aurait assuré que Ben Mernia serait le seul qui accepterait de prendre ce dossier en charge et d'aller jusqu'au bout de l'affaire afin de faire tomber Thabit. Paraît-il qu'il l'a même briefé en amont en insistant à ce qu'il ne cite pas directement la vraie identité de son agresseur, afin d'avoir toutes les chances de son côté. Lorsque par la suite il finira par apprendre la vraie identité de l'agresseur, il ne pourra plus faire marche arrière. Quelque temps plus tard, quelle fut la surprise de Ben Mernia quand il a appris que son chef, Ouachi, qui était engagé à prendre les rênes de l'affaire, l'a fait d'une manière très originale, en prévenant Thabit et en le mettant au courant qu'une plainte avait été portée et qu'il fallait qu'il réagisse rapidement en prenant contact avec sa victime afin de la convaincre d'annuler celle-ci. Chose qu'il s'est bien évidemment pressé de faire, mais au vu de son échec, Ouachi a dû la convoquer dans son bureau et a réussi à faire pression sur elle avec l'aide de Abdeslam Bqali, évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, qui a essayé plusieurs techniques dont lui rappeler le fait que Thabit est un homme marié, père de 5 enfants et qu'il a une réputation à tenir et un nom à préserver dans la société. Sa tentative a été fructueuse car leur but a été atteint. Ouachi l'a rassuré en lui fournissant ses numéros de téléphone personnels et en lui demandant de ne pas hésiter à prendre contact avec lui à n'importe quel moment en cas de besoin. Cependant, un petit détail leur a échappé. C'est le fait qu'entre-temps, la victime avait également porté plainte chez le procureur du roi à l'aide de son avocat. Annuler celle faite au commissariat n'annulerait en aucun cas la deuxième, car l'acte criminel serait de toute façon poursuivi par le tribunal et donc retirer sa plainte à la police ne constitue qu'une renonciation à son droit civil. Au théâtre, quelque temps plus tard, Ben Mernia a été dégradé de son poste de chef de la PJ au rang de brigadier à la PJ d'Anfa. Par la suite, il a été appelé pour une mission patriotique en lui invoquant le fait qu'il n'en trouvait aucune autre personne capable de relever un tel challenge. Ceci devait avoir lieu dans la ville de Laayoune, ville du désert marocain, à plus de 1000 km de Casablanca. Ce transfert a eu lieu 2 jours après la naissance de son fils, chose qu'il a acceptée sans broncher. Cette mission a duré 1 an. À son retour, l'affaire Thabit avait éclaté de plus belle. Le commissaire Ben Mernia raconte dans son récit que des filles de la bourgeoisie ont constitué l'élément déclencheur de cette histoire. En effet, il s'agit de 2 étudiantes de la faculté de médecine qui pratiquaient des activités de prostitution de luxe en parallèle et qui collaboraient régulièrement avec Thabit, qui leur présentait des clients. Il utilisait son appartement comme maison de passe. Mais lorsqu'elles ont découvert qu'elles ont été filmées et au vu de leur statut social, elles ont remué ciel et terre. Et toute cette macabre histoire a réussi à arriver aux oreilles de Ahmed Gdira, conseiller du roi Hassan II, qui a mobilisé le procureur du roi d'Anfa, M. Bargash, pour entamer une enquête approfondie qui a été suivie par une perquisition dans l'appartement de l'accusé par les gendarmes. C'est que Thabit en personne y était accompagné par son chef Ouachi, ainsi que Bqali et d'autres brigadiers. Les trouvailles étaient les suivantes. 118 cassettes vidéo contenant toutes les informations personnelles, une sorte de fiche signalétique. On reconnaît sa patte de commissaire. Figuraient dessus plus de 500 victimes. Un coffre-fort a également été trouvé, mais étonnamment, il n'a pas été transporté au poste de police. La raison qui a été invoquée, c'est qu'il était verrouillé. Après toutes ces trouvailles, on s'attend bien évidemment à ce que les gendarmes ont conduit Thabit au poste, menottes au poignet. Eh ben non, ils se sont tout simplement contentés de demander à son chef de le garder. Je vais encore vous surprendre, mais paraît-il que Thabit s'était rendu le jour même à son bureau et a exercé quelques-unes de ses tâches quotidiennes de commissaire, à savoir signer des documents et envoyer quelques courriers. Comme j'ai dit un peu plus tôt, au retour de Ben Mernia du désert, l'affaire Thabit avait déjà éclaté. Un peu plus tard, il a été appelé, ainsi que plusieurs de ses collègues, pour témoigner. Et c'est à cette occasion qu'il a découvert que la victime avait également porté son affaire chez le procureur du roi, et que son procès-verbal, qu'il avait rédigé en premier, a tout simplement disparu, et que son chef, ni le fait de l'avoir reçu. À partir de ce moment, commencera la longue descente en enfer de notre commissaire Ben Mernia ainsi que de tous les autres.
Le 18 février 1993 marque l'ouverture du procès tant attendu. Quelques caméras ont été placées discrètement dans la salle d'audience afin de filmer les séances. La défense insistait sur le fait que l'accusé est instable. Elle a demandé à plusieurs reprises qu'il soit évalué par un psychiatre. Elle a même été jusqu'à plaider le fait que Thabit est habité par le djinn, donc le démon. Ou alors faire valoir la taille de son phallus pour justifier son appétit sexuel hors norme. Mais il souligne cependant qu'il était peu probable qu'il puisse pratiquer avec plus de 500 femmes. Donc, il justifie ça par le fait que son client était possédé. Vous vous doutez bien que le juge n'a pas pris tout ça en compte. 16 personnes ont accompagné Thabit dans sa chute et ont donc été jugées en même temps. Parmi elles, on retrouve son responsable Oashi, le commissaire Ben Mrnia, ainsi que d'autres commissaires et officiers de police. Mais également un personnage dont je ne vous avais pas encore parlé. Il s'agit d'un gynécologue. Son rôle était donc de pratiquer des avortements et même des reconstitutions d'hymen. Pendant le procès, le contenu des vidéos a été projeté et visionné dans la salle d'audience. Plus de 500 victimes y figurent. Le contenu a tellement bouleversé les avocats présents, y compris ceux de la défense, tant les actes pratiqués étaient barbares et pervers. À plusieurs reprises, il a fallu suspendre les séances pour que certaines personnes puissent reprendre leurs esprits. Selon les récits, et tout au long du procès, Thabit ne s'est pas défendu. Il avait l'air dans un autre monde. La seule chose qu'il aurait répétée à plusieurs reprises au juge est le fait qu'il doit visionner la cassette numéro 32. Chose qui ne sera jamais faite et son contenu reste méconnu à nos jours. Je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard dans la vidéo. Il aurait subi de la torture, non pas pour le faire avouer, car il a tout de suite reconnu les faits, mais bien pour le faire taire afin qu'il ne dévoile pas les noms des personnalités publiques ayant joué un rôle dans les différents crimes. Le procès a duré 1 mois. Le jour de l'annonce du jugement, le 15 mars, la séance a été ouverte aux journalistes et aux curieux. Moustapha Thabit, commissaire des renseignements généraux, a été condamné à la peine capitale pour attentat à la pudeur, défloration, viol avec violence, rapt et séquestration d'une femme mariée, acte de barbarie et incitation à la débauche. Il a été exécuté la même année, soit le 5 septembre 1993, dans la forêt Al-Mamora, entre les villes de Kelitra et Salé, ville jumelle de la capitale, la ville de Rabat. Ahmed Ouachi, commissaire divisionnaire, chef de la sûreté de Ain Sebah Mohammadi, a été condamné à perpétuité pour destruction de documents publics, falsification, entrave à la justice, complicité et non-dénonciation. Abdeslam Bqali, commissaire principal à la sûreté de la même préfecture. Il en a eu pour 20 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation. Il est finalement décédé après seulement 1 an de prison et a été gracié en 1997 à titre posthume. Moustapha Ben Mrnia, commissaire principal de la police judiciaire, a été condamné à 10 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation, mais a été libéré après 7 ans d'emprisonnement. Driss Lhlou, médecin gynécologue, a été condamné à 15 ans de prison pour incitation à la débauche et non-dénonciation, mais n'a finalement passé que 2 ans derrière les barreaux. Pour les autres, les verdicts allaient de 3 à 10 ans de prison. Je tiens à revenir sur le cas du commissaire Ben Mrnia, qui m'a personnellement beaucoup touchée, étant le seul qui subvenait aux besoins de sa famille. Sa femme et ses enfants se sont retrouvés dans la pauvreté la plus totale. Et en plus, avec le fardeau de la honte sur leurs épaules. À sa sortie de prison, son ménage n'avait pas survécu. Ses parents étaient décédés de maladie, sûrement due au chagrin. À son tour, il a été rongé par la maladie et se retrouve depuis sans aucun revenu. Il n'a même pas eu droit au minimum syndical après 25 ans de loyaux services. À l'heure d'aujourd'hui, il demande toujours son droit à la retraite, mais malheureusement, ça ne lui a toujours pas été accordé. Et ce qui est le plus touchant, c'est qu'il n'accepte même pas les différentes aides qui lui sont proposées après ses différentes interviews. Il ne demande que son droit le plus légitime après autant d'années de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que le viol au Maroc n'avait jamais donné lieu à une condamnation à mort. La sentence maximale encourue en temps normal est de 10 ans de prison ferme. Alors, comment peut-on expliquer cette sentence hors norme? Dans une affaire hors du commun, et en vue de la cruauté des faits et de l'implication d'une figure importante de la police marocaine, la presse assoiffée de scandales et qui, pour la première fois, a eu l'occasion de traiter librement une affaire aussi importante,
car, rappelons-le, on se trouvait en plein dans une période d'oppression où la liberté d'expression a conduit à plusieurs reprises les opposants à des destins tragiques. La presse s'en est donc emparée à la façon d'un feuilleton passionnant. Les gros titres affluaient et celle-ci était la voix de l'opinion publique. Elle a haut et fort demandé que Thabit soit condamné à mort et on a toujours dit que c'est la presse qui l'a condamné. D'autres théories expliquent que sa mise à mort précipitée était une manière de le faire taire à tout jamais, qui ne divulgue pas les informations compromettantes ou dénonce certains complices ayant un poids dans le pays. Rappelons-le, il a été exécuté seulement 5 mois après son jugement, ce qui constitue un délai record quand on sait que beaucoup de condamnés peuvent rester plusieurs années dans le couloir de la mort. Une interview assez récente, diffusée en novembre 2020 sur la chaîne YouTube du journal électronique Le Site Info, avec le procureur dans l'affaire de l'époque, Monsieur Nordin Riahi, vient avec des informations inédites qu'il divulgue pour la première fois. Il explique que lorsqu'il était en train d'étudier l'affaire et de chercher dans les textes de loi, il est tombé sur l'article numéro 399 de la loi pénale qui prévoit que tout acte de vol ou de viol accompagné de torture peut être passible de la peine de mort. Il explique que ça a été une révélation. Il a donc pu enlever la poussière sur une loi qui n'avait jamais encore été appliquée jusque-là. En tant que jeune procureur, dans le début de la trentaine, il a pu réaliser une prouesse et résoudre le procès du siècle. Il a pu apporter aux victimes, ainsi qu'à l'opinion publique marocaine, la condamnation la plus appropriée. Dans son interview, il est également revenu sur le sujet de la fameuse cassette numéro 32, en affirmant qu'elle n'avait rien de spécial, qu'elle contenait les mêmes atrocités visionnées sur les autres vidéos. Il déclare cependant qu'ils ont bien découvert certaines personnalités publiques, fait apparu sur certaines vidéos, mais qu'ils ont été jugés et condamnés. Après cette condamnation historique, Thabit a rejoint le couloir de la mort de la prison de Kénitra. Certains de ses co-détenus racontent que pendant son séjour, il a continué à avoir son air hautain, à marcher avec une fière allure. Sûrement qu'il était persuadé qu'on allait le faire sortir de là, que son exécution n'aura jamais lieu, que c'est juste une question de temps, le temps que l'histoire se tasse. 6 mois plus tard, et plus exactement à l'aube du 5 septembre 1993, les gardiens sont venus le chercher dans sa cellule en prétextant qu'il allait changer de prison. Mais au vu de sa longue expérience de commissaire, il a compris que c'était le jour. Il paraît qu'ils ont dû le traîner tant ses jambes ne le portaient plus. Il a souhaité faire la prière et a eu un dernier repas. Il a été conduit à la forêt de Mamora, entre Salé et Kénitra, pour y être exécuté. L'exécution se passe de la manière suivante. Le condamné est attaché à un poteau avec un bandeau sur les yeux. Thabit a apparemment refusé de le mettre. Les tireurs sont placés à une certaine distance. Seul l'un d'entre eux a une arme chargée d'une balle, mais sans qu'ils sachent eux-mêmes lequel est le détenteur. Une fois que le tir est fait, une deuxième balle est tirée en pleine tête, pour être sûr que le détenu est bien décédé. C'est le fameux coup de grâce. Si on traduit la phrase de l'arabe littéraire, on dirait « la balle de la miséricorde ». C'est ainsi que s'est déroulée la toute dernière exécution de l'histoire contemporaine du Maroc.